Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este webinario organizado por el Ministerio de Educación Pública en colaboración con la Embajada de Francia. En el marco de la formación permanente dirigida al personal de los títulos 1 y 2 que se desarrolla al inicio del curso lectivo febrero 2026. Este espacio formativo tiene como propósito fortalecer el desempeño del personal educativo, atendiendo necesidades identificadas en la práctica cotidiana y además aportando a un inicio del curso lectivo bases sólidas para la gestión institucional y el aprendizaje del estudiantado. Agradecemos su participación y les deseamos una sesión de mucho provecho para todos. Este webinario tiene como nombre l'enseignement du français comme un outil de la pensée critique et langue de citoyenneté. Esta población de docentes de francés de secundaria del Ministerio de Educación Pública atenderá este webinario y el objetivo de esta presentación es promover en los docentes de francés del Ministerio de Educación Pública una comprensión profunda del potencial del francés como una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico y la ciudadanía activa mediante el análisis de enfoques metodológicos, pedagógicos, recursos lingüísticos y prácticas didácticas que favorezcan la reflexión y el diálogo, y la participación consciente del estudiantado en diversos contextos sociales y culturales. Les habla Eugenia Rodríguez González, asesora nacional de francés del tercer ciclo de educación diversificada de la Dirección de Desarrollo Curricular, quien les acompañará como moderadora en este evento. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. A continuación, es un placer para mí presentar a la persona que nos acompañará en el webinario el día de hoy. Les presento a la señora Marion Lecardonnel, especialista en francés de lengua extranjera y que cuenta con una especialización en gestión cultural internacional. Su dedicación de corazón para hacer dialogar las culturas, tanto a través de programas de educación artística, de mediación cultural, como de enseñanza del francés en el extranjero, han formado desde hace algunos años a muchas personas y acompaña a las organizaciones en el enfoque de responsabilidad social y además desarrolla proyectos y herramientas de trabajo que promuevan un mayor respeto por lo cotidiano. Además, fomenta la educación para la ciudadanía a través de dos grandes pilares, el medio ambiente y los derechos humanos. Para ella, la lengua francesa y su valor cultural deben permitir seguir defendiendo una sociedad más justa, respetando así los derechos culturales y formando de la mejor manera posible a la juventud en el vivir cotidiano. Señora Lecardonnel, tiene usted la palabra. Sur l'éducation à l'esprit critique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les possibilités diverses et variées d'enseignement de la langue française à travers d'autres outils et dans un contexte beaucoup plus ancré peut-être dans notre société, avec une ambition qui va bien au-delà finalement de l'enseignement du français comme une finalité. On va détailler, on va rentrer dans des sujets précis grâce au français, qui est une langue de débat, une langue d'opinion, mais aussi la langue des droits de l'homme, la langue de la citoyenneté, une des langues des Nations Unies. Donc, on voit bien l'importance et le poids symbolique qui accompagne la langue française. L'idée, donc, aujourd'hui étant de envelopper vos classes et vos étudiants dans un contexte qui fait lien avec les enjeux sociétaux, dans un contexte où on argumente pour se faire comprendre et où on décortique l'information et où on arrive à avoir ce fameux esprit critique qui permet de bien comprendre une information et de bien vérifier sa véracité. Alors, j'en profite pour remercier évidemment l'ambassade de France au Costa Rica et le ministère de l'Éducation au Costa Rica pour cette invitation.
Alors, enseigner le FLE en développant l'esprit critique des apprenants, ça va nous demander à la fois de réfléchir à d'autres activités, à d'autres types de projets, mais ça va nous demander aussi d'intégrer cette notion dans toutes les activités. On voit bien que l'esprit critique, finalement, peut être présent partout. Ça peut être un objectif sociolinguistique, mais aussi qui va répondre à des objectifs linguistiques, puisqu'il faut développer un art de parler, un art de la compréhension, un art de l'explication, de l'argumentation. Donc, on a cette compétence qui peut tout à fait être intrinsèque à l'intégralité du programme d'enseignement du français pour nos lycéens, nos collégiens, nos jeunes étudiants. C'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. On va d'abord avoir une partie un petit peu plus théorique et ensuite on verra plusieurs exemples de projets et d'activités. Mais je le répète, ce n'est pas une fin en soi d'avoir sa classe autour du sujet d'esprit critique. L'esprit critique peut intégrer absolument tous les projets, peu importe la finalité du projet, puisqu'on a toujours besoin de vérifier nos connaissances, de vérifier les sources, de se confronter aux opinions, de se confronter au reste du monde. Donc, on peut vraiment intégrer cette notion dans tous les apprentissages. Et d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, ça peut aussi être un fil rouge dans votre établissement et finalement un objectif transdisciplinaire où tous les professeurs et tous les cours intègrent cette notion-là, comme déjà l'intègre le programme éducatif au Costa Rica. Donc, on va d'abord, je vais vous expliquer qui va être demandé à la fin de la présentation avec la tâche finale. Et ensuite, on s'attardera un petit peu avant de commencer le débat sur les définitions diverses de ce qu'est la pensée critique. Avant de commencer, j'aimerais citer Célestin Freinet, qui est un pédagogue qui a créé une pédagogie alternative avec l'enfant au centre de son apprentissage en tant qu'acteur et qui a ouvert de nombreuses écoles en France qui subsistent à l'heure actuelle, des écoles primaires essentiellement et des écoles maternelles. Célestin Freinet disait que l'éducation doit encourager l'esprit critique chez l'enfant, lui permettant de questionner, d'analyser et de remettre en cause les informations qu'il reçoit. Alors, on voit bien ce rôle de l'école, ce rôle des professeurs, cet encouragement, cet accompagnement de l'enfant à se poser des questions, à essayer de comprendre, à être dans une démarche de recherche de la compréhension, de recherche de la vérité, et à remettre, s'il faut remettre en cause, certaines informations quand il les reçoit et selon comment il les reçoit. Alors, c'est un petit peu sur cette dernière notion que l'on va s'attarder quand on a parlé de la théorie tout à l'heure, puisqu'il faudra bien faire la différence entre la remise en cause systématique et l'esprit critique. Alors, petite parenthèse donc pour votre tâche finale à réaliser à la fin de cette présentation. Vous allez vous engager dans un projet de lutte contre la désinformation, comme un projet d'établissement global, à travailler avec les autres matières. Donc, vous allez lister les objectifs linguistiques, sociolinguistiques et cognitifs, ainsi que les différentes activités possibles pour confronter vos apprenants aux dangers des fake news. Donc, on va voir un petit peu en détail tout à l'heure sur l'éducation aux médias et à la formation. Vous aurez plus d'outils et de contenu, mais gardez à l'esprit que ce qu'on vous demande à la fin de cette présentation, c'est d'être capable d'avoir un premier brouillon avec une to-do list des activités et des objectifs que vous pourriez mettre en place en proposant à vos apprenants et à vos collègues d'organiser un projet sur plusieurs mois, plusieurs jours, autour de la désinformation. Alors, pour ce qui est de la définition précise de l'esprit critique, ce qui est très important, je viens de vous le dire avec la citation de Célestin Freinet, ne surtout pas tomber dans une suspicion
généralisée. On ne veut pas entraîner nos jeunes à être dans une méfiance systématique et continue. Donc, ce que nous disent les chercheurs, c'est qu'aux antipodes du doute systématique, justement, l'esprit critique doit permettre de gagner un accès plus sûr à la connaissance, donc un chemin plus sûr vers les connaissances, et donc d'être conçu comme un ensemble de capacités qui amènent à l'enrichissement de sa vie cognitive, et non pas au renfermement sur soi-même. On oppose vraiment cet esprit critique qui va permettre de filtrer, d'avoir des petites alertes, d'être en alerte, de se poser des questions, de bien écouter, de bien aller chercher plusieurs sources pour la même information ou plusieurs arguments pour la même connaissance. On va vraiment opposer toute cette ouverture finalement d'esprit et cette comparaison d'avis, d'informations, d'opinions à un doute automatique et qui nous renfermerait et qui ferait de nous finalement des personnes dans une méfiance totale de tout son environnement et où ça serait évidemment donc beaucoup plus compliqué d'acquérir de nouvelles connaissances puisqu'on serait sur une remise en question permanente. Donc on ne va surtout pas chercher ça et on va bien opposer ces deux concepts. Comme on vous le dit ici, une suspicion généralisée, elle ne permet ni de distinguer les situations où l'on se fait réellement berner des situations où l'information proposée par une certaine autorité est justifiée. Donc on ne peut pas, en ayant ce doute à l'esprit continuellement, faire cette différence entre la véracité de l'information. Par contre, l'esprit critique et la gymnastique du cerveau qui se prépare à acquérir ces automatismes de l'esprit critique, oui, là, ces automatismes-là vont pouvoir petit à petit faire en sorte que vous triez l'information et que vos apprenants aient les bons réflexes. Alors évidemment, l'aboutissement de cet exercice de l'esprit critique nous amènerait finalement à faire confiance. Vous voyez bien hein, l'opposition avec ce qu'on disait tout à l'heure, d'être tout le temps en position de doute. On va faire confiance à bon escient. Donc, on ne va pas faire confiance à tout le monde tout le temps. On va faire confiance pour les contenus d'information qui sont vérifiés, plausibles et pertinents. Donc, l'esprit critique, c'est vraiment cette capacité à ajuster son niveau de confiance de façon appropriée selon l'évaluation de la qualité des preuves. Mon niveau de confiance, il est là. J'ai plein de preuves en face de moi. Comment je vérifie que toutes ces preuves sont valides et comment cette vérification fait plus ou moins baisser et monter mon niveau de confiance. Je vais m'appuyer sur la fiabilité des sources et la qualité des preuves. Ça, c'est vraiment les deux éléments importants de cette éducation à l'esprit critique. La qualité des preuves, donc là, ça va demander à l'apprenant d'évaluer, ça va lui demander un effort de compréhension fine, ça va lui demander de la recherche, de la comparaison d'informations et la source. Alors, la fiabilité des sources dans le monde dans lequel on évolue et dans lequel les apprenants évoluent aujourd'hui, sur un réseau social, vous avez potentiellement pendant 1 heure de scroll comme font les adolescents, autant de sources que de contenus. D'accord ? Vous avez des vidéos, vous avez des audios, vous avez des images, vous avez des photos. Tous ces supports et toutes ces informations arrivent de sources différentes, pour la plupart. Donc, on ne va pas pouvoir être dans une vérification de chaque vidéo. Ce n'est pas ce qu'on demande à l'apprenant. À l'apprenant, on va l'accompagner pour que sur des informations importantes ou bien même des informations qu'il voudrait refaire circuler ou répéter, il se soit bien assuré de la véracité de ses propos. Et d'autant plus quand l'information touche un sujet sensible.
Donc, c'est vraiment, on va avoir des doseurs. Hein, on va vraiment avoir, on va prioriser, on va choisir et on va avoir des automatismes qu'on va mettre en pratique des fois et on ne va pas les mettre en pratique tout le temps de la même manière pour tous les contenus. Donc, on a quelque chose de très mouvant et de très flexible, mais voilà, c'est une gymnastique qu'il faut avoir en tête avec nos apprenants. Il faut l'avoir présent et il faut que ça soit quelque chose au fur et à mesure qui devienne automatique. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Pour résumer, comment faire confiance à bon escient? On évalue donc la fiabilité de ces informations. Est-ce que l'information en question, elle est appuyée par des arguments convaincants? Est-ce qu'elle est cohérente avec des connaissances solidement établies? Est-ce qu'elle est étayée par des preuves? S'agit-il de preuves de bonne qualité, obtenues par des méthodes rigoureuses qui permettent d'être objectifs? Là, vous voyez bien les termes importants qu'on peut souligner, la cohérence, l'objectivité, très important, et la rigueur, d'accord? La rigueur de la méthodologie, d'accord? Je suis journaliste, je crée un contenu, j'écris un article, j'ai une méthodologie de vérification, de recherche, d'information pour réussir à valider un contenu de qualité. Est-ce que la source de l'information est identifiable? Question très importante aussi. Est-ce qu'on peut exclure un conflit d'intérêts? Donc ça, c'est vraiment par rapport à le fait d'être objectif. C'est très important parce que est-ce que la personne qui nous transmet cette information a une volonté de nous tromper par rapport au contenu dont elle parle? Et s'agit-il d'une source compétente en la matière? Donc là, vous avez un pot pourri de questions à garder en tête, à garder sur une feuille, dans son bureau, dans la classe. Et ça va vraiment être votre fil conducteur, ça va être vos automatismes pour les apprenants. D'accord? Les apprenants vont s'accrocher à ces questions et vont automatiquement, face à un projet, une information, une communication, avoir envie d'aller vérifier les réponses à ces questions. Donc, vous trouverez plus en détail le développement de cette définition de l'esprit critique qui a été faite par plusieurs chercheurs dans un rapport de recherche qui s'intitule Définir et éduquer l'esprit critique. Voilà, donc je vous l'ai noté comme source et je vous recommande d'aller le chercher de plus près et d'aller lire en détail les dizaines de pages de ce rapport. Alors, suite à cette définition assez précise et assez fine, on a deux problématiques qui peuvent émerger en classe de langue. Comment peut-on garantir un cadre d'apprentissage du français bienveillant tout en participant de l'éducation citoyenne des apprenants? Parce que on va vouloir faciliter la parole, on va vouloir que les apprenants s'écoutent, apprennent à argumenter, à exposer et surtout à être dans l'échange constant, que ce soit dans la classe comme avec le monde extérieur. Donc, comment déjà, en tant qu'enseignant, on va pouvoir garantir ce cadre d'apprentissage? Et on va le voir tout à l'heure, je vais vous présenter des outils qui peuvent garantir un espace où on va être dans une éducation citoyenne directe ou indirecte, consciente ou inconsciente. La deuxième problématique, comment l'enseignement du français en particulier et des langues étrangères en général contribue à la construction citoyenne de la jeunesse. Donc, comment, avec cet outil que l'on a dans nos mains et dans notre corps, la langue française, on va pouvoir participer de cette construction citoyenne et comment le français, avec tout son bagage symbolique, va pouvoir nous amener sur des champs d'exploration thématiques intéressants, pertinents et vraiment ancrés dans les enjeux de société. Alors, on va prendre une douzaine de conseils pour démarrer pour les enseignants. On va garder ces 12 conseils pareils sur une petite fiche dans notre bureau, dans notre salle de classe, et on va essayer de se rappeler
que l'éducation à l'esprit critique, ce n'est pas seulement une éducation aux médias et à l'information, même si c'est le volet aujourd'hui sur lequel on va insister, ce n'est pas que ça. Ne pas faire de l'éducation à l'esprit critique une éducation à la méfiance, on en a parlé en introduction, je pense que ça c'est un sujet très important sur lequel il faut faire très attention, ne pas assimiler esprit critique avec méfiance, surtout pas. En 3, on peut inclure systématiquement l'objectif de favoriser le développement de l'esprit critique, et ça, on en a aussi parlé tout à l'heure en début de cours. Ça ne concerne pas que les cours de langue, et ça ne concerne pas que des cours qui sont basés sur l'esprit critique, mais plutôt tous les cours et les programmes dans leur ensemble peuvent intégrer cette notion d'éducation à l'esprit critique. Ensuite, on fait évidemment de cette éducation un enseignement assumé, on est transparent et on communique autant avec nos collègues, avec l'établissement qu'avec nos étudiants sur cet épanouissement de notre esprit et cette capacité à évaluer les connaissances et l'information. Et on en fait un objectif transdisciplinaire, comme on en a parlé au début. Hein, on travaille en équipe et on travaille autour d'un projet d'établissement global. On fait de cet objectif un objectif durable et évolutif, évidemment, avec une progression, sachant que l'objectif, c'est celui de faire mieux. Évidemment, on va se tromper, on va avancer et reculer comme tout apprentissage. On entraîne aussi nos capacités métacognitives, et ça, c'est très important pour les apprenants. Quelle sensibilité ont-ils à leur chance d'erreur, à l'incertitude devant certains contenus de connaissances et à la justesse de leur choix? Quelle est cette capacité que nos apprenants peuvent avoir d'auto-évaluation et d'auto-analyse de leurs pensées? On ne renonce surtout pas aux connaissances. Hein. Ce n'est pas parce qu'on développe notre esprit critique qu'on va se fermer. Bien au contraire, on va s'ouvrir à plus de connaissances. On invite à débattre et à argumenter. On instaure le débat comme quelque chose d'automatique. On peut tout à fait finir tous les cours de feu avec nos apprenants sur un débat pour confronter nos opinions, pour confronter les faits et les références, pour avoir une réflexion collective sur des sujets et dialoguer. Enfin, on ne se limite surtout pas à des thèmes chauds, c'est-à-dire des thèmes polémiques, mais on ouvre aussi à des théories alternatives. Ne pas limiter non plus l'enseignement de l'esprit critique à la connaissance des biais cognitifs. C'est important d'avoir cette connaissance de cette liste de biais, mais on ne la limite pas à cet enseignement-là, parce que sinon, on retombe encore dans une posture de méfiance, et ce n'est pas ce qu'on recherche. Maintenant que vous avez toutes ces recommandations sous le coude, vous gardez en tête les questionnements à se poser et on peut aller rentrer dans les thématiques liées à cette éducation à l'esprit critique, avec d'une part l'éducation environnementale, d'autre part la lutte contre la désinformation, l'égalité des genres, le respect des diversités, les droits humains, etc., etc. Cette liste n'est pas exhaustive. Ce sont quelques-unes des thématiques transdisciplinaires sur lesquelles vos établissements sont sûrement déjà engagés. Aujourd'hui, on va voir de quelle manière, dans la classe de langue française, ces thématiques vont pouvoir nous servir à la fois pour enrichir nos capacités linguistiques, mais aussi pour développer notre esprit critique et notre éducation à la citoyenneté. Alors, un premier outil, ça c'est évident, vous l'utilisez déjà tous et toutes dans vos classes depuis toujours, c'est le fameux débat d'idées. Intégrer le débat d'idées dans son établissement ou dans sa classe permet de mobiliser les connaissances des apprenants dans les différentes matières et ça les prépare à se confronter aux grandes thématiques de société. Donc, le débat d'idées, c'est l'exercice idéal en classe de langue puisque on pratique à la fois, on met à l'épreuve nos idées et nos préconçus et on met à l'épreuve notre pratique linguistique. Donc, le petit déroulé d'un débat d'idées, on a en première étape le choix du sujet et dès la première étape, on est dans une réflexion collective avec nos apprenants. C'est-à-dire que ce sujet va se choisir de manière collective. On ne vient pas avec notre fiche projet qui est déjà toute remplie.
ça sera d'autant plus intéressant si les apprenants choisissent des sujets qu'ils ont envie de défendre et sur lesquels ils ont envie d'apprendre plus de choses. On répartit les élèves en groupes, on les aide à planifier et organiser leurs recherches, leurs arguments. Ensuite, on demande aux deux équipes de présenter leur argumentaire. Ensuite, on leur laisse le temps de préparer les contre-arguments par rapport à ce que les autres équipes ont présenté. Et on reprend le débat. Donc, au final, on rend une décision avec des juges sur comment trancher sur la question de départ, sur le postulat de départ. Mais on voit bien qu'on peut tout à fait avoir un débat de 10 minutes à la fin d'un cours, mais on peut aussi avoir un débat qui dure un mois. Parce que si on est vraiment, et on va le voir tout à l'heure pour les concours de plaidoirie et d'éloquence, si on est sur des sujets un petit peu travaillés selon le niveau CECR de nos groupes, on va pouvoir pousser et on va pouvoir demander aux apprenants d'aller chercher encore plus loin et de manière encore plus fine des informations et des arguments. Alors, je vous fais voir une petite vidéo qui résume un petit peu ce qu'on vient de dire sur le débat d'idées. La boîte à outils de United transformait l'apprentissage en une expérience dynamique. Autrefois, pour avoir gain de cause, il suffisait d'être le plus fort. Et aujourd'hui, pour convaincre quelqu'un que vous avez raison, il faut savoir parler. Généralement. C'est le principe du débat, qui peut servir d'excellente pratique pédagogique, y compris dans la salle de classe. Le débat associe les notions de compétition et de présentation d'arguments, et génère une forte implication de la part des élèves. Pas à ce point-là. Pour remporter un débat, les élèves doivent étayer leurs arguments par des informations pertinentes, ce qui les oblige à étudier le sujet en profondeur. De plus, le débat permet aux élèves de clarifier leur position, tout en comprenant et en découvrant différents points de vue. Cette pratique développe les capacités d'écoute, d'expression et d'aptitude à faire face à un public. Quand se sert-on du débat ? Le débat convient parfaitement pour discuter de questions d'actualité ainsi que de problématiques sociales liées à la vie de tous les jours avec des implications concrètes. Le débat peut également être utilisé pour apprendre aux élèves à rédiger des arguments approfondis et des messages clairs. Alors, comment procède-t-on ? Tout d'abord, présentez à vos élèves un sujet intéressant ou une question pertinente. Répartissez les élèves en leur attribuant différents rôles. 2 équipes chargées de débattre, des juges et le public. Donnez aux équipes le temps d'approfondir le sujet ensemble et de rédiger leurs arguments. Et expliquez aux juges comment mener le débat. Donnez à chaque équipe entre 3 et 5 minutes pour exposer ses arguments. Veillez à ce que le plus grand nombre possible d'élèves participent à la discussion. Une fois que les 2 équipes ont terminé, donnez-leur 5 à 10 minutes pour préparer leurs contre-arguments et les présenter à la classe. Il faut maintenant établir un jugement. Les juges peuvent être les élèves que vous avez désignés, ou tout simplement le public. Utilisez des sondages, des discussions en classe, ou des votes pour conclure le débat et prendre une décision. Comment procéder à une évaluation ? Tout d'abord, il faut présenter aux élèves des critères clairs et définis à l'avance. L'évaluation peut être effectuée de manière individuelle ou pour l'ensemble de l'équipe. Elle sera réalisée par l'enseignant, par les équipes ou par le public. Voilà, c'est tout. Maintenant, à vous de jouer. Donc, on voit bien sur cette petite vidéo l'esprit de compétition, l'esprit aussi ludique et surtout ce travail de recherche et de rédaction des arguments. Donc, un exemple que je peux vous donner de mise en pratique de cette activité qui peut être vraiment poussée sur du long terme et faire s'impliquer beaucoup d'acteurs autour d'un même sujet, c'est un pôle que nous avions créé à l'Alliance française de Saint-Domingue, un pôle d'activité pluridisciplinaire et transversale qui s'appelait le pôle débat d'idées. Donc, dans cette Alliance française, on avait envisagé l'enseignement du FLE au travers d'un prisme multiple. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, ça dépasse l'apprentissage de la langue française en tant que telle. En effet, la langue française, en l'occurrence, représente une porte d'entrée vers une citoyenneté active et inspirée. Donc,
l'apprentissage du français va être vu comme une ouverture sur le monde, sur d'autres cultures et surtout sur d'autres modes de pensée et d'autres coutumes. C'est une ouverture sur l'autre, dans ses différences et ses similarités. On ne pourrait envisager un enseignement de la langue faisant fi de la société dans laquelle elle vit et de ses enjeux majeurs. Donc, à l'Alliance française, on a voulu garantir en ce sens une expérience globale en impliquant les apprentissages, langue et culture, les relations humaines et numériques et les opportunités sociales et professionnelles. Donc là, on voit bien comment on peut dépasser les frontières de la classe et du simple apprentissage linguistique avec cet objet d'activité qui est le débat d'idées et qui peut tout à fait résonner dans d'autres établissements où l'enseignement francophone est présent, qui peut tout à fait résonner avec des spécialistes francophones, avec des invités spécifiques, avec des personnes qui vont être en mesure d'alimenter ces débats en langue française et sur plusieurs sujets. Donc là, en l'occurrence, on retrouve, par exemple, je vous ai mis quelques illustrations sur l'éducation artistique, la médiation culturelle. On retrouve un usage de la langue qui n'est plus le noyau central du projet, mais qui devient un outil pour une pratique artistique, une découverte sur l'environnement, en l'occurrence là, la problématique des sargasses, des résidences artistiques et avec des artistes sur lesquels on va réfléchir à des problématiques. Voilà, on s'inscrit dans le vivant et on s'inscrit dans ce qui fait société autour de nous. Un deuxième outil intéressant, ce sont les aires éducatives. Alors, les aires éducatives, l'appellation, elle est aujourd'hui officielle et réglementée en France. Ça peut être des aires éducatives terrestres ou marines. Ce sont toujours des petits espaces naturels qui sont en gestion par des élèves. Donc, on choisit un espace à côté de notre école et avec les professeurs et les acteurs de terrain, on observe, on décide et on agit ensemble avec les collègues et les autres compagnons de classe pour mieux connaître et préserver son territoire. Donc, encore une fois, là, on a une implication citoyenne de l'apprenant qui va avoir des comptes rendus, des schémas, des listes de mots, des rapports, qui va devoir avoir une démarche de recherche, une démarche de laboratoire de recherche en langue française. Donc, on va aller sur le terrain et on va aller pratiquer en l'occurrence là, une sensibilisation à l'éducation à l'environnement, mais dans ma langue, mais sur un territoire qui m'est propre et qui m'est connu, puisque ce sera un territoire qui sera proche de mon environnement et de l'école où je vais tous les jours. Donc, ces petits territoires, ils sont gérés grâce aux professeurs et à leurs élèves, sous forme de conseils des enfants et de réunions. Les décisions se prennent concernant ce petit territoire. Il y a donc plusieurs objectifs à cela. Former les plus jeunes à l'éco-citoyenneté et au développement durable, reconnecter les élèves à la nature et à leur territoire. Évidemment, aujourd'hui, on a une tendance à utiliser l'outil numérique de manière très régulière et très fréquente dans l'apprentissage, mais n'oublions pas aussi de regarder autour de nous, de sortir de la classe, de prendre l'air et de s'intégrer comme acteur, comme citoyen actif dans le monde qui m'entoure. Donc, on va favoriser le dialogue entre les élèves et les acteurs de la nature. Alors là, vous allez pouvoir trouver les usagers de ces espaces, les acteurs économiques, les gestionnaires d'espaces naturels, les scientifiques, les spécialistes, peu importe le territoire que vous aurez choisi plus ou moins à côté, peu importe la taille de ce territoire, on peut partir d'un potager pour aller jusqu'à une réserve d'oiseaux en bord de mer, peu importe, on aura toujours
des spécialistes et des personnes compétentes pour nous encadrer, nous informer et nous aider à créer cet espace de protection de ce territoire que l'on aura choisi. Alors évidemment, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Environnement ou de la Transition écologique, les municipalités, les collectivités territoriales, toutes les infrastructures et les institutions locales pourront être de futurs partenaires pour la gestion de ce type d'air. Alors, je vais vous laisser regarder ce petit reportage qui parle beaucoup plus de lui-même que tous les mots que je pourrais utiliser moi. Et vous allez avoir des témoignages d'enfants et vous allez voir le travail en particulier d'une école en Bretagne sur une aire éducative marine. Des aubernages et des filles vitrières juste derrière moi. Bonjour et bienvenue à Damgand. Nous sommes aujourd'hui en balade sur le territoire du parc naturel régional du golfe du Morbihan. En plus d'être un endroit magnifique, ce golfe est aussi un endroit remarquable pour observer ces oiseaux. Mais savez-vous que nombre d'espèces sont aujourd'hui menacées, souvent par l'activité humaine? Je vous propose pour commencer de regarder ce reportage tourné en 2017. La réserve de Séné, un espace naturel préservé où l'on peut observer près de 150 espèces d'oiseaux, comme le héron cendré. Ici, l'été, ces oiseaux peuvent nicher en toute tranquillité, mais ce n'est pas le cas partout. Gênés par l'homme et ses pratiques, plus de 70 espèces seraient en danger ou vulnérables, d'après Bretagne Vivante, qui a établi une liste rouge. Pour l'essentiel, on retrouve des problématiques de disparition ou de modification des habitats, donc des lieux de vie de ces oiseaux. Des oiseaux victimes de l'homme et de ses mauvaises habitudes. À Volaille-de-Piaf, on le constate tous les jours. En ce mois d'août, le plus grand centre de soins pour animaux sauvages de France accueille près de 650 animaux, dont une très grande majorité d'oiseaux. Des chouettes hulottes, heurtés par des voitures ou empoisonnés par des raticides, et beaucoup de goélands qui, contrairement aux idées reçues, font bel et bien partie des espèces menacées. En mer, il n'y a plus rien à manger. On voit des goélands qui sont en train de devenir granivores. Or, leur système digestif n'est pas du tout fait pour ça. Donc, on a énormément de goélands qui meurent par des occlusions intestinales, des choses comme ça. On a perdu grosso modo 50% des goélands dans les 10 dernières années, donc sur les côtes atlantiques. Est-ce qu'on arrive à des chiffres normaux ou est-ce qu'on est en train encore de perdre une espèce ? Il est donc urgent de réfléchir à de véritables mesures de protection pour ne pas voir disparaître un grand nombre d'oiseaux. Mais restons optimistes, protéger. La spatule, qui avait presque disparu dans les années 60, compte désormais quelques centaines de couples en France. La faune et la flore sont fragiles et il est important d'en prendre soin. Alors pour cela, rien de tel que de sensibiliser les jeunes citoyens à leur préservation. Ici, à Damgand, à l'école Henri Matisse, on a trouvé un programme idéal pour cela, c'est les aires marines éducatives. Suivez-nous. L'aire marine éducative, on l'a choisie en 2018. Vous vous rappelez de la zone qu'on avait délimitée? Donc c'est un étang du Loc. Donc il y a la plage, la dune. Et pourquoi on a... L'école Henri Matisse de Damgand s'est lancée dans le projet de labellisation des aires marines éducatives, les AME. Ce programme, chapeauté par l'Office français pour la biodiversité et l'éducation nationale, propose aux enfants de s'approprier un bout de littoral, de l'étudier pour en comprendre les enjeux. En ce moment, les CM1, CM2 s'intéressent aux oiseaux. On va faire que le tour du lac ou on va aller... Parce que nous, le projet, c'est quoi en fait? Il faut faire un observatoire. Alors, un observatoire, même plusieurs observatoires, et où? Les enfants se sont donné comme objectif de construire des observatoires à oiseaux et des panneaux d'information sur les espèces présentes afin de sensibiliser les promeneurs. Et parfois bruyants, on va dire. Donc c'est vrai que il y a des oiseaux migrateurs et qui ne sont pas migrateurs à Damgand. On essaye de les étudier, on essaye d'améliorer leur habitat et on essaye d'améliorer leur vie. Un programme noble et ambitieux. Pour y arriver, Éole et ses camarades peuvent compter sur leur instituteur et sur David Lédan, un ornithologue du parc. Salut tout le monde. Bonjour. Il y a 4 longues vues. On va faire des équipes. Vous allez avoir un modèle. À vous de mettre les bonnes couleurs aux bons endroits. Ce qu'on voit, c'est qu'on ne bouge pas de cormoran. Son petit est noir. C'est quoi sur le cormoran? Que c'est un animal noir ou marron. Et que c'est un bec jaune. Et qu'il plonge pour aller chercher les oiseaux, mais quand il sèche, il fait ça. Ouais, il fait comme ça. Souvent, je dis, ils connaissent les lions, les girafes et les rhinocéros, et puis une bernache et une aigrette, ils ne savent pas ce que c'est, quoi. Alors là,
entre autres, c'est pas trop le cas. On ne peut préserver que ce qu'on connaît. Si on ne connaît pas les oiseaux du littoral, on ne préserve pas les oiseaux du littoral. Donc, non, l'essentiel, c'est ça. Le parc naturel du golfe du Morbihan et les associations d'éducation à l'environnement sont des partenaires essentiels. Ce sont eux qui permettent aux enfants de travailler avec des spécialistes de la biodiversité. En mélangeant théorie à l'école et expérience sur le terrain, les jeunes apprennent de façon ludique. Je sais plus c'est quoi le nom du zoo, mais j'ai appris qu'il allait dans le sud de l'Amérique du Sud, aller partout dans le monde. Et qu'est-ce que tu avais pensé de ça? Qu'il était fort. Et je pensais pas ça avant. Si on arrive à concrétiser notre projet de construction d'observatoire, ça fera appel à une notion de mathématiques et donc des mesures à faire. Il y a l'intérêt de ce projet, ça permet aussi d'être multidisciplinaire et donc de toucher à tout. Après les oiseaux, les jeunes gestionnaires de la zone du Loch vont aussi s'intéresser à la dune, au plancton, aux problématiques de l'érosion et des déchets, de quoi en faire des citoyens éclairés et sensibles à leur environnement. Bonjour Sophie Houbert. Bonjour. Vous êtes animatrice au réseau d'éducation de l'environnement en Bretagne, le REB. Quel est votre rôle dans ce dispositif des aires marines éducatives? Nous animons le dispositif des aires éducatives aux côtés des référents. Donc, les référents sont la structure d'éducation à l'environnement qui accompagne le projet d'aire éducative aux côtés de l'enseignant. Et nous apportons de la formation, du conseil et de la formation aux référents d'aires éducatives bretons. Quel est l'intérêt de ce dispositif? Alors l'intérêt, c'est que les enfants puissent participer à la gestion d'un bien commun, gestion participative, parce qu'avec un fonctionnement démocratique, ils vont pouvoir préserver la biodiversité et devenir des éco-citoyens. L'intérêt aussi, c'est de les reconnecter à la nature. On sait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus problématique. Les enfants sont de plus en plus devant les écrans, en intérieur. Donc l'idée, c'est bien qu'ils aillent dehors. Et grâce à ce dispositif, les classes sortent même par les temps de Covid. Donc c'est vraiment important pour nous. Aujourd'hui, on en est où de ces AME en Bretagne? Alors en Bretagne, ça s'est beaucoup développé. On a commencé avec en 2017 avec 4 aires éducatives et aujourd'hui on a 83 projets d'aires éducatives, donc dont une quarantaine d'aires labellisées. D'accord. Et donc elle se situe sur tout le littoral? Alors elle se situe sur tout le littoral breton et nous avons une dizaine d'aires terrestres éducatives labellisées et une dizaine en cours. Donc elles sont en train de se développer aussi sur le terrestre et l'aquatique. Merci Sophie Houbert. Et voilà pour notre 7 minutes avant l'actualité. Maintenant, je vous propose de retrouver votre journal d'information régionale. Voilà, donc comme on vient de voir, très intéressant reportage qui remet une autre façon d'apprendre, qui déplace les zones d'apprentissage, qui déplace les objectifs d'apprentissage et qui, on l'a bien vu là, peut intégrer beaucoup de concepts différents et de disciplines différentes. Alors, on a vu les deux objectifs, les deux tâches finales de ces jeunes en école bretonne. Ça va être à la fois de créer des panneaux d'information sur les oiseaux et les espèces d'oiseaux qu'on peut voir sur ces chemins, et à la fois de créer des observatoires pour pouvoir observer calmement et avoir la chance de voir ces oiseaux qui, pour certains, sont des espèces en voie de disparition. Donc, la finalité engage dans tout le parcours de tâches et d'activités qu'il va y avoir, sur un parcours comme ça, sur une aire éducative, cela engage, vous l'avez bien vu, tous les objectifs qu'on peut imaginer d'expression par le dessin, de vocabulaire, de séances d'observation. On a vraiment tous les moyens d'arriver à une information et d'arriver à la transformer en connaissance et en apprentissage. On est évidemment aussi sur une gestion collective et sur un apprentissage collectif, ce qui rajoute de la richesse d'activités. Alors là, vous avez sur les aires terrestres
Un exemple aussi à la campagne avec le petit carnet de terrain. Hein. Chaque étudiant va avoir un petit carnet où il va pouvoir prendre des notes sur ce qu'il observe dans la nature quand il y aura ses sorties. Et on voit bien le moment de travail en groupe, en classe, où on recentralise, on partage, on mutualise toutes les informations qu'on a réussi à piocher à droite et à gauche. En troisième outil, nous avons l'égalité des genres. On en a parlé en début de séance sur ce concept qu'il faut évidemment intégrer dans la charte citoyenne de nos apprenants dans les établissements. On essaye tous ensemble, et l'école a un rôle primordial dans cette lutte contre les préjugés et les inégalités à l'école. Donc, évidemment, là, vous avez plusieurs activités possibles. Il y a pas mal de projets qui sont faits et qui sont mis en commun et vulgarisés sur les pages ou de FLE ou de l'Éducation nationale française. Mais en tout cas, ça reste quand même, les inégalités entre filles et garçons, une réalité. Et bien qu'il y ait eu énormément de progrès ces dernières années, les stéréotypes de genre et les discriminations continuent d'influencer les comportements, mais aussi les parcours d'orientation dans les parcours scolaires et ensuite universitaires des élèves. Alors, ces différences, elles sont souvent banalisées et elles renforcent un système inégalitaire. Donc, il faudra, avec nos apprenants, les rendre tangibles, c'est-à-dire que nos apprenants vont devoir reconnaître quand il y a une différence banalisée sur un jugement ou une évaluation ou un préjugé sur la différence entre les filles et les garçons. Comment on peut les amener, du coup, en tant que futurs citoyens, à s'engager pour défendre cette égalité. Alors, il y a plusieurs mesures ministérielles et il doit y avoir plusieurs textes aussi au Costa Rica qui peuvent guider cette intégration de ces notions-là dans la classe et dans l'établissement scolaire. Et il y a énormément d'activités de comparaison, d'analyse d'images. Là, je vous ai listé quelques activités possibles avec les classes, entre établissements, entre classes de français au niveau national. On peut aussi avoir un projet national autour de cette thématique-là, qui est une thématique vraiment universelle. Donc, on a par exemple les recherches documentaires et les speed dating sur les stéréotypes de genre dans les filières étudiantes. Dans le secondaire, vous avez des adolescents qui vont bientôt devoir faire un choix universitaire et professionnel. Donc, on peut tout à fait travailler les stéréotypes de genre et dans les filières étudiantes universitaires et dans les professions et dans les carrières professionnelles. Quels sont, selon les métiers et les études envisagées, ce qui en découle si on est plutôt sur un apprentissage avec un stéréotype de genre masculin ou féminin. On a aussi comme autre activité intéressante l'analyse des campagnes publicitaires dans le Costa Rica ou dans le monde. Vous prenez n'importe quelle campagne publicitaire française, européenne, sud-américaine, costaricienne, et vous décryptez les images et leur lexique et vous les classez sur deux critères. Est-ce qu'elles favorisent l'égalité ou est-ce qu'elles entretiennent les stéréotypes de genre et favorisent l'inégalité entre les filles et les garçons? Vous avez aussi la possibilité de créer un atelier de lecture d'images. Donc là, on peut reprendre des images qu'on sort d'Internet, on peut reprendre des images d'illustration de livres, d'albums jeunesse, on peut reprendre des images liées à certains secteurs particulièrement, la mode, le parfum, les jouets, des choses comme ça, et faire ce qu'on appelle un mur d'images où on va coller peut-être une centaine ou 200 images différentes et que l'on va décrypter, analyser, organiser et classer. On a aussi une activité très intéressante à faire en classe avec n'importe quel niveau linguistique, n'importe quel niveau du CECR. C'est l'atelier de mise en scène et en voix d'une réécriture d'un album jeunesse qui aborde la même problématique. Alors, vous prenez un roman ou une histoire, un livre que vous avez peut-être travaillé ou qu'ils ont travaillé dans une autre matière, un livre en français pour les adolescents ou une petite série avec plusieurs livres comme ça qui se suivent.
et vous allez réécrire une partie ou l'intégralité du livre selon le volume de texte. Vous allez le réécrire en ayant en tête cet enjeu de construire l'égalité de genre. Donc, vous allez détecter, vous allez décortiquer tout ce qui, dans ce livre, peut faire référence et peut accentuer la différence et l'inégalité entre le traitement avec les filles et les garçons. Cette réécriture, elle va ensuite être mise en scène et en voix par le même groupe ou par un autre groupe et va pouvoir être jouée sous forme de scénettes, de pièces de théâtre ou de lecture. Donc, on voit la multitude d'activités là qu'on peut faire autour de cette problématique, de cette thématique, et qui va pouvoir aussi, grâce à ce développement de l'esprit critique, ça va aider nos apprenants à dire ce n'est pas logique, ce n'est pas normal que l'on continue d'évoluer dans une société inégale ou qui favorise les inégalités, etc., etc. Donc, on voit bien là la position de votre étudiant comme citoyen du monde qui va avoir une opinion et défendre des ambitions peut-être d'un monde meilleur pour cette génération. Donc, les conclusions vont pouvoir être exposées, vont pouvoir être partagées avec d'autres écoles, vont pouvoir être transmises aux parents, vont pouvoir être présentées aux autres classes et aux autres élèves de l'établissement et devenir un véritable projet global. Avec des systèmes d'affichage, on peut voir là par exemple des affiches qui ont été créées par une classe de CE2 en 2022 en France et une affiche qui a été faite par le Forum de l'UNESCO à gauche et qui se veulent toutes les deux informatives. Ensuite, nous avons l'outil 4 qui correspond aux fresques. Alors, les fresques, on en a de plus en plus. Elles sont traduites de plus en plus en espagnol. Là, nous, ça nous intéresse de les avoir en français. Ce sont des jeux de cartes que vous pouvez tout à fait commander sur Internet. Et vous pouvez aussi vous former à distance sur Internet pour animer ces fresques. Et pour le niveau secondaria avec les adolescents que vous avez, c'est vraiment un outil passionnant qui aborde tous les sujets. Vous trouverez des fresques sur toutes les thématiques. Elles vulgarisent des données scientifiques ou des enjeux sociétaux sous forme d'un jeu de cartes collaboratif axé autour d'une intelligence collective pour la résolution de la suite logique et du classement de ces cartes. Donc, on a des activités de compréhension, de débat, de réécriture et de créativité, puisqu'il y a aussi une partie artistique qui va être sollicitée à vos apprenants. Là, vous avez un exemple de la fresque, la fresque du climat en particulier, qui va être une fresque de causalité, où on va organiser les causes et les effets qui vont amener à un dérèglement climatique dans le monde. Mais nous avons aussi d'autres thématiques, la fresque de la biodiversité, par exemple, où on va pouvoir analyser les services écosystémiques, donc on va pouvoir travailler sur les écosystèmes, mais aussi sur toutes les activités humaines qui entraînent de l'érosion et donc qui ont des conséquences sur l'érosion de la biodiversité. Vous avez aussi la fresque du sexisme pour rester dans la même thématique que l'égalité des genres, qui est une fresque sur la même manière pour détricoter la mécanique sexiste et se projeter dans une société plus égalitaire. Vous retrouverez toutes ces fresques sur Internet. Un avant-dernier outil, la plaidoirie et l'éloquence. Alors en 2019, le ministère de l'Éducation nationale en France a lancé une expérimentation dans les classes de 3e sur un enseignement de l'éloquence dans le cadre des cours de français. Alors, l'éloquence, c'est l'art de la parole et cela permet de prendre confiance en soi, de s'habituer à des situations différentes de la classe. Ça permet aussi de savoir parler en dehors de la classe. Ça permet de rechercher des informations sur de nombreuses thématiques pour construire son argumentation.
et ça fait découvrir le pouvoir de la parole et les outils qui permettent de convaincre. C'est aussi une pratique très française que l'on peut retrouver dans les plaidoiries et dans les activités, notamment des avocats. Alors, pour le déroulement, c'est un peu similaire au débat d'idées, mais on va pouvoir organiser des concours d'éloquence qui vont avoir des thématiques et des enjeux beaucoup plus importants qu'un débat d'idées en fin de cours. Donc, on a plusieurs parties de cette activité, l'échauffement physique, l'échauffement avec un petit débat, ensuite une préparation au débat à deux ou en équipe ou tout seul, avec un débat construit avec l'exorde, la narration, l'argumentation, la réfutation et la péroraison. On va suivre un déroulé qui va nous permettre ensuite de pouvoir évaluer la qualité de ces exercices d'éloquence. On organise les groupes, on répartit les sujets et on répartit le temps. Voilà, donc on va terminer sur l'outil principal qu'on voulait voir aujourd'hui, en tout cas la thématique principale qui regroupe de nombreuses activités autour de l'éducation aux médias et à l'information. Par cette éducation, les apprenants vont pouvoir devenir des citoyens responsables dans une société qui est évidemment marquée par la multiplication et l'accélération des flux d'informations. On en a parlé au début. Vos élèves sont sujets à des sollicitations et des flux d'informations continus dès lors qu'ils sont connectés à Internet et au réseau. Donc, on va essayer de les aider à développer ce fameux esprit critique, plus particulièrement dans leur manière de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations. Alors, quelques chiffres intéressants. 2/3 des créateurs de contenu ne vérifient pas systématiquement les informations avant de les partager en ligne. Donc là, on voit bien l'enjeu de cette éducation à l'esprit critique parce que, évidemment, on reçoit une information qu'on ne vérifie pas et en laquelle on a envie de croire, on la repartage et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on n'a pas de vérification de l'information et qu'on est dans notre rôle de petit journaliste amateur qui va transmettre et diffuser des informations erronées. Donc, on va accompagner nos jeunes face à toute cette opulence d'informations essentiellement numériques, mais aussi dans la presse papier et à la télé, où on va pouvoir leur créer des automatismes avec, comme on disait au début tout à l'heure, ce fameux système d'alerte et d'alarme qui leur permet de filtrer l'information et d'avoir des automatismes pour la vérifier. Donc, dans le cadre académique français, on inscrit l'éducation aux médias et à l'information dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, mais aussi dans le parcours citoyen et dans le parcours d'éducation artistique et culturelle. Encore une fois, on touche à une thématique transdisciplinaire. On voit bien que toutes les activités qui vont favoriser le développement de l'esprit critique chez l'enfant, chez l'étudiant, vont être nécessairement induites et intégrées dans tous les apprentissages, toutes disciplines confondues. Donc, ces nouveaux programmes d'enseignement qui se sont appliqués en France depuis 2024 permettent de transmettre notamment des compétences transversales indispensables pour se repérer dans un monde où les vecteurs d'information et de communication se multiplient à vitesse grand V. Évidemment, les écrans, mais aussi le partage très rapide d'opinions ou de ressentis en ligne. C'est très, très rapide de partager et d'écrire un tout petit commentaire en 3 mots et 2 émojis. Donc, on est vraiment sur une démarche qui n'est pas réfléchie et qui est très impulsive. Donc, on va prendre du recul avec nos apprenants et analyser les initiatives citoyennes, les chaînes d'infos, les chaînes vidéo, la publication d'images avec leurs commentaires sur les réseaux sociaux, les vidéos témoignages, le faux journalisme d'investigation, les faits alternatifs, mais aussi les théories du complot. On va essayer de décrypter un petit peu toutes
ces formes de transmission de l'information afin de faciliter la formation de nos apprenants à l'esprit critique, on l'a déjà dit. On va essayer de les accompagner pour déconstruire la désinformation et les théories complotistes. On va essayer de développer leur propre expression médiatique afin qu'ils puissent s'exprimer, mais avec un savoir-faire professionnel journalistique. Et on va promouvoir une pratique citoyenne des médias, c'est-à-dire une diversité et une pluralité des sources d'informations que l'on va aller chercher. Donc, dans ce cadre, on a plein d'activités que l'on peut mettre en place, des résidences de journalistes dans son école, avoir un journaliste pendant une semaine qui va travailler avec nous sur la fabrication de l'information. On peut célébrer le Safer Internet Day afin de mieux sensibiliser les jeunes aux dangers d'Internet en général. On peut organiser des concours de reportage, mais aussi de courts-métrages sur des sujets ciblés où on va retransmettre des informations précises et vérifiées. On peut organiser des expositions, que ce soit avec les dessins de presse ou les expositions fake news que je vais vous montrer tout à l'heure. On peut créer des podcasts de sensibilisation et d'information. On peut créer une web radio scolaire et on peut travailler avec le parcours des veilleurs de l'info de la Ligue de l'enseignement. Toutes ces activités-là, vous pouvez les retrouver en ressources libres sur Internet. Les veilleurs de l'info, c'est un parcours qui a été créé par une organisation d'éducation populaire en France et qui est utilisé dans beaucoup d'écoles et qui peut être utilisé avec presque tous les niveaux CECR en FLE, où on va pouvoir découvrir les méthodes journalistiques de fabrication et de validation d'une information, développer les capacités des apprenants à débusquer les fausses informations grâce à des outils tout simples, et découvrir tous les biais cognitifs qui peuvent nous conduire parfois à privilégier l'irrationnel. Donc, dans ces activités, on en a plusieurs micro-activités. On a le flot de l'information qui nous apprend à hiérarchiser l'information. Info Hunter, ça va nous permettre d'identifier les biais cognitifs utilisés dans les théories complotistes, sur quoi on se base pour vous convaincre d'une théorie qui n'est pas censée être vue comme une théorie plausible selon vous. Mais les théories complotistes s'appuient toujours sur des biais qui vont permettre d'entrer dans une ou deux ou plusieurs failles de votre cerveau et qui vont vous permettre de vous dire « oui, c'est vrai, c'est possible ». Donc, c'est ça, c'est essayer de décrypter ces fonctionnements-là pour être plus en résistance. L'infoprofiler, c'est reconnaître les informations vraies et fausses en mettant les intuitions à l'épreuve du réel. Les conspirations bidons, c'est approfondir ses connaissances des codes et de l'esthétique des théories conspirationnistes afin de les ringardiser, de ne pas les rendre à la mode et de ne pas les rendre attractives. Et enfin, la fabrique de l'info, où on va découvrir tous les métiers du journalisme et le fonctionnement d'une rédaction. Donc, sur Internet, vous n'avez qu'à chercher les veilleurs de l'info et vous tomberez sur tout le détail de ces activités que je ne vous montre pas aujourd'hui, mais vous avez des dossiers PDF qui comprennent et qui impliquent toutes les activités que je viens de vous énumérer. Alors, les fake news, il y a aussi un outil très sympa. Vous pouvez contacter l'association Posters for Tomorrow. Je vous l'ai mis à la fin dans la bibliographie. C'est une organisation qui a demandé à des graphistes du monde entier de faire des affiches autour de la thématique fake news. Et vous avez ces affiches à disposition pour en faire des expositions. Et vous pouvez tout à fait créer évidemment du débat autour de ces affiches que vous pouvez exposer dans votre établissement. En plus, il y a très peu de texte, donc on est très sur le symbolique et l'image. Ça peut être très intéressant de faire un concours de titres, de légendes, où il y avait plein de pistes d'exploitation autour de cette exposition qui traite en particulier le sujet de la fake news.
Vous avez aussi la web radio scolaire qui vous permet d'apprendre ces techniques de réalisation d'une information qui permet de développer les compétences transversales sur les connaissances, la culture, la maîtrise de la culture numérique, la culture humaniste, civique et aussi les compétences d'autonomie et d'initiative. La web radio scolaire, ça ne vous demande pas beaucoup de matériel technique et c'est un outil très sympa si vous voulez avoir en ligne sur Internet quelques petites informations chaque semaine faites en français et en espagnol. Vous avez aussi donc Cartooning for Peace qui organise des expositions sur les dessins de presse et qui peut vraiment amener à des débats très importants sur la liberté d'expression. Voilà, donc ça sera tout pour nous aujourd'hui. Avec toutes ces activités-là, j'espère que vous aurez plein d'idées et plein d'envies de projets quand vous retournerez dans vos classes. Pour ce qui est de notre tâche finale à faire dans l'immédiat, essayez de travailler sur un projet de lutte contre la désinformation et essayez de donc lister tous les objectifs et toutes les activités que vous pourrez faire avec vos étudiants bientôt. Je vous souhaite bon courage et merci de m'avoir écouté. Voici ici les quelques ressources dont je vous ai parlé et qui vous seront transmises aussi par les collègues. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Agradecemos profundamente el día de hoy a todas las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública que se conectaron a este webinario. Les recordamos llenar la asistencia del evento, la cual se encuentra en el chat, y recordarles que este webinario queda subido en el canal de YouTube del IDP. También les recuerdo consultar el sitio web de la formación permanente. De esta manera, damos por concluida la actividad, reiterando nuestro agradecimiento a la cooperación francesa, en especial a la señora Le Cardonel y a todos los participantes. Merci beaucoup et bonne journée.